Madame, vous ne pouvez pas entrer. Votre nom n'est pas sur la liste. Mon propre fils m'a dit ça. Devant 180 personnes. À l'entrée de l'église Saint-Sulpice, où mon petit-fils allait être baptisé. Je m'appelle Apolline Charbonneau, j'ai 69 ans, je suis veuve depuis 11 ans, et ce matin-là, je portais le tailleur en laine grise que mon mari Frédéric m'avait offert pour nos 40 ans de mariage. Ce qu'ils ont oublié, mon fils et sa femme, c'est un détail. Un petit détail. C'est moi qui avais payé la robe de baptême, la location de la salle de réception au pavillon Les Doyens, le traiteur, le photographe, le quatuor à cordes, les dragées de chez Fouquet et la pension du curé. 47 000 €. Mais je vais y revenir. Ce matin-là, j'étais debout depuis 5 heures. À mon âge, on dort mal. Et puis, c'était le baptême de Léopold, mon premier petit-fils, le fils de mon fils unique. Vous comprenez ce que ça veut dire? Toute une vie d'attente. J'avais accroché à la patère de l'entrée le petit gilet en cachemire bleu pâle que j'avais tricoté moi-même, des soirées entières devant la télévision, en regardant à peine ce qui passait sur l'écran. Je m'étais coiffée 3 fois. La première, c'était trop strict. La deuxième, trop apprêtée. La troisième, j'avais laissé tomber et j'avais simplement glissé mon peigne d'écaille dans mon chignon, comme me l'avait appris ma mère il y a 60 ans à Quimper. J'ai mis le collier d'ambre que Frédéric m'avait rapporté de Riga. J'ai pris le sac à main que je ne sors que pour les très grands jours. Et j'ai commandé un taxi parce que mes genoux ne me permettent plus de prendre le métro avec mes belles chaussures. Dans le taxi, le chauffeur m'a regardé dans le rétroviseur. Un homme d'une 50aine d'années, le crâne dégarni, l'air gentil. Il m'a dit « Vous allez à un mariage, madame ?» Et j'ai répondu, je m'en souviens si bien, j'ai dit « Non, monsieur, encore mieux. Je vais au baptême de mon petit-fils. » Il a souri. Il m'a souhaité une belle journée. Le pourboire que je lui ai laissé, ce jour-là, je ne sais pas pourquoi, je l'ai vu après comme une dernière trace de mon ancienne vie. La vie de la grand-mère naïve encore. L'église Saint-Sulpice se dresse devant le parvis avec ses 2 tours dépareillées que j'aime tant. Il faisait un temps doux, un de ces matins de septembre où Paris ressemble à une carte postale. Les invités arrivaient déjà. Je reconnaissais des visages. La cousine Béatrix, l'ancien notaire de Frédéric, les amis de mon fils qui ont fait leurs études avec lui à HEC. Tout le monde me saluait, de loin, par des petits signes de la main. « Bonjour, Madame Charbonneau, quelle belle journée! Votre Léopold est si mignon ?» Je marchais lentement, avec dignité. Je voyais déjà mon fils sur le parvis. Maxence, mon Maxence. 42 ans, grand, mince, en costume bleu marine. Et sa femme, Inès Charlotte, à côté de lui. Robe de soie ivoire, chapeau à voilette, la petite famille parfaite des magazines. Je me suis approchée, j'ai ouvert les bras. J'ai dit « Mon chéri ». Maxence n'a pas bougé. Il a regardé autour de lui, comme on regarde si on est observé, et son visage, je le revois encore, son visage s'est fermé. Il ne ressemblait plus du tout à mon petit garçon qui pleurait quand il perdait son doudou. Il ressemblait à un agent immobilier qui s'apprête à refuser un dossier. Inès Charlotte, à côté de lui, a baissé les yeux vers ses escarpins. Elle a fait semblant de regarder une poussière sur sa robe. « Maman !» Il l'a dit froidement, comme on dit monsieur à quelqu'un qu'on ne connaît pas. « Maman, qu'est-ce que vous faites là ?» J'ai ri, bêtement. J'ai cru à une plaisanterie. J'ai dit « Comment ça? Qu'est-ce que je fais là? Je viens au baptême de mon petit-fils, voyons !» Il a sorti son téléphone. Il a fait défiler quelque chose. Une liste. Il a fait semblant de chercher. Mais je sais maintenant, je sais qu'il n'avait pas besoin de chercher. Tout était préparé. « Maman, votre nom n'est pas sur la liste des invités à la cérémonie. C'est une erreur, j'imagine. Mais on a un protocole avec le pavillon Les Doyens. C'est très strict. Un protocole. Avec le pavillon Les Doyennes. Que j'avais payé. » J'ai entendu la voix d'Inès Charlotte derrière lui qui ajoutait doucement, presque avec compassion. « Vous savez, belle maman, c'est plus simple ainsi. Avec votre arthrose et puis l'ambiance va être un peu jeune, vous seriez fatiguée. » 180 personnes. Sur le parvis, tout autour. Les conversations se sont arrêtées. La cousine Béatrix a porté sa main à sa bouche. Le vieux notaire de Frédéric a détourné le regard. Personne n'a rien dit. Personne. Pas un mot pour défendre la vieille dame en tailleur gris. J'ai senti le sang me monter aux joues. Une chaleur, comme une fièvre. À mon âge, on connaît la honte, on en a déjà eu sa part dans une vie. Mais cette honte-là, je n'en avais jamais connue. La honte d'être rejeté par celui qu'on a porté pendant 9 mois. Mais voilà,
Mon grand-père était officier de marine à Brest. Ma grand-mère paternelle a survécu à l'occupation en cachant des résistants dans la cave de sa ferme du Finistère. Il y a dans notre famille une certaine façon de tenir debout. On ne s'effondre pas en public. Jamais. J'ai souri, un vrai sourire, glacé. J'ai dit « Très bien, mon fils, je comprends. Excusez-moi pour le dérangement. » J'ai tourné les talons. J'ai marché vers le boulevard. Mes genoux me faisaient mal, mais je ne boitais pas. Le taxi qui m'avait déposé venait de redémarrer, mais un autre passait. Je l'ai hélé. Je suis montée à l'arrière. Le chauffeur m'a dit « Vous avez oublié quelque chose, madame ?» Et là, je m'en souviens parfaitement, j'ai répondu « Oui, monsieur, j'ai oublié qui était vraiment mon fils. » Le trajet du retour, je l'ai fait dans un silence absolu. Pas une larme, pas un soupir. Une colère blanche, comme on dit ici, qui vous brûle de l'intérieur sans rien laisser paraître à l'extérieur. J'ai payé la course. J'ai pris l'ascenseur. Je suis entrée dans mon appartement du 6e arrondissement, cet appartement de 130 mètres carrés que Frédéric et moi avions acheté en 1966 avant que le quartier ne devienne hors de prix. J'ai enlevé mes chaussures. Le tailleur gris. Je l'ai posé sur le lit. Je l'ai regardé longtemps. Et puis j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais imaginé faire. J'ai pris mes ciseaux de couture, ceux de ma mère, et j'ai découpé ce tailleur en morceaux, méthodiquement, sans pleurer, comme on dépaisse quelque chose qui est mort. Avant de continuer mon histoire, j'aimerais savoir d'où vous m'écoutez. Dites-le moi dans les commentaires. La Belgique, la Suisse, le Québec, l'Algérie, le Sénégal, comme cette dame qui m'a écrit la semaine dernière? Cela me touche infiniment de savoir que ces histoires voyagent. Et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, parce que ce qui s'est passé après est encore plus surprenant. J'ai marché dans mon salon. J'ai regardé le portrait de Frédéric au-dessus de la cheminée. Frédéric en costume sombre, son regard franc, ce sourire en coin qu'il avait. Frédéric n'aurait pas supporté. Frédéric aurait pris Maxence par le col et lui aurait demandé devant tout le monde s'il avait perdu la raison. Mais Frédéric n'est plus là depuis 11 ans. Un anévrisme un dimanche matin pendant qu'il lisait Le Monde dans le fauteuil. 11 ans que je porte tout seul. Alors j'ai pris une décision. La femme qui était partie au baptême ce matin-là, la grand-mère Gâteau, n'existait plus. Elle était morte sur le parvis de Saint-Sulpice. À sa place, il y avait Apolline. Apolline tout court. La femme qui avait tenu la comptabilité du cabinet d'architecte de Frédéric pendant 22 ans. La femme qui avait négocié avec les banques, avec les notaires, avec les fournisseurs. La femme qui savait, mieux que personne, où était chaque centime de notre patrimoine. Je suis allée dans mon bureau. J'ai ouvert le grand classeur cartonné où je range mes papiers importants. À l'intérieur, sous un onglet où il était simplement écrit « Baptême Léopold », il y avait tout. Le contrat de location du pavillon Les Doyens, signé par moi, en mon nom. Les factures du traiteur Le Nôtre, en mon nom. Les ordres de virement bancaire depuis mon compte à la Société Générale. Le devis du quatuor du conservatoire, signé par moi. Même la robe de baptême chez Bonpoint, payée par ma carte bleue. J'ai souri, un sourire qui n'avait plus rien à voir avec le sourire glacé du parvis. J'ai pris le téléphone. J'ai composé le numéro de Maître Beaufils, mon notaire, l'associé du fils du notaire qui avait suivi Frédéric. La famille Beaufils s'occupe de nous depuis 1981. Il était 11 heures du matin un samedi, mais je savais qu'il décrocherait. Il a décroché à la 2e sonnerie. « Apolline, bonjour. Vous devriez être à l'église. » Il avait été invité, lui, à la cérémonie. Pas à la réception, mais à l'église. Il avait dit qu'il passerait. J'ai répondu. « Maître, j'ai été refoulé par mon fils à l'entrée, devant 180 personnes, et j'ai besoin que vous soyez chez moi lundi matin à 9 heures précises, avec votre meilleur jeune collaborateur. » Il y a eu un silence au bout du fil, puis il a dit très calmement « J'arrive demain dimanche, Apolline. Je décale tout. » J'ai raccroché. Je suis allée à la cuisine. Je me suis fait un thé Earl Grey. J'ai pris le carnet à spirale dans lequel Frédéric notait ses dépenses professionnelles et j'ai commencé à écrire. Première ligne. L'appartement de l'avenue Mozart, dans le 16e, où Maxence et Inès Charlotte habitent depuis 7 ans, sans payer de loyer. Officiellement, c'est un prêt à usage. Juridiquement révocable. Deuxième ligne. La maison de campagne en Touraine, à Azay-le-Rideau, qui appartient à la SCI familiale dont je détiens 94% des parts. Maxence en a 6% et s'y installe tous les étés comme si c'était sa propriété. Troisième ligne. La Volvo X60 immatriculée à mon nom,
acheté pour mes déplacements et que Maxence a réquisitionné il y a 3 ans, le temps de trouver mieux. Cela fait 3 ans qu'il roule avec. 4e ligne. La pension mensuelle de 3 200 € que je verse à Maxence depuis qu'il a fondé sa petite société de conseil en stratégie qui n'a jamais vraiment décollé. Pension officiellement présentée comme un complément d'aide familiale. 5e ligne. L'assurance vie de 180 000 € dont mon fils est bénéficiaire en premier rang. Modifiable à tout instant par simple lettre recommandée à la compagnie. J'ai relu la liste. J'ai bu mon thé. J'ai regardé l'heure. À cette heure-là, à Saint-Sulpice, le curé devait être en train de verser l'eau bénite sur le front de mon petit-fils. Il ne saurait jamais, ce petit Léopold, que sa grand-mère avait été chassée comme une mendiante. On le lui dirait peu, être un jour. Ou peu, être pas. Cela ne m'appartenait plus. Maître Beaufils est venu le dimanche après-midi avec une jeune collaboratrice qui s'appelle Clémence Marie, une fille brillante, vive, qui devait avoir 30 ans à peine. Ils sont restés 4 heures chez moi, nous avons tout passé en revue. Toutes les options. Maître Beaufils m'a regardé par-dessus ses lunettes en demi-lune. Il a dit « Apolline, vous êtes en colère, je le comprends. Mais ce que vous me demandez, c'est la rupture totale. Vous êtes sûr ?» J'ai dit « Maître, ils ont pris 47 000 € pour ce baptême. Ils ont accepté l'argent, ils ont accepté l'appartement, la maison, la voiture, la pension. Et ils m'ont refusé l'entrée. La rupture, ce n'est pas moi qui l'ai décidé. Je ne fais que constater. » Il a hoché la tête. Il a dit « Lundi, nous mettons tout en route. » Et nous avons mis tout en route. Lundi matin, 9 heures, la compagnie d'assurance reçoit par recommandé avec accusé de réception une modification de bénéficiaire de mon contrat. Maxence est retiré. Je le remplace par la Fondation Brigitte Bardot et par l'association Petits Frères des Pauvres à parts égales, 70%. Les 30% restants vont à un orphelinat de Pondichéry que Frédéric soutenait discrètement depuis les années 90. Lundi à 10 heures, lettre recommandée à Maxence et Inès Charlotte concernant l'appartement de l'avenue Mozart. Préavis de 6 mois conformément à la loi. Restitution des clés au plus tard le 15 mars. Lundi à 11 heures, lettre recommandée à Maxence concernant la Volvo. Sommation de restituer le véhicule dans les 8 jours. Sinon, plainte pour abus de confiance. Maître Beaufils m'avait expliqué que ce n'était pas tout à fait juridiquement de l'abus de confiance, mais que la formulation suffirait à provoquer la restitution. Lundi à midi, arrêt définitif du virement permanent CEPA de 3 200 € mensuels. Lundi à 13 heures, courrier au gestionnaire de la SCI familiale. Convocation d'une assemblée générale extraordinaire pour modification des statuts. Je détiens 94%. Les 6% de Maxence ne pèsent rien. Et le plus jouissif, le coup de maître que m'a soufflé Clémence Marie, et que j'aurais embrassé pour ça, un changement de serrurier à la maison d'Azay-le-Rideau, dans l'après-midi. La maison où ils avaient prévu de passer toutes les vacances de la Toussaint, avec mon petit-fils Léopold, sans moi. Pendant que tout cela se mettait en marche, eux étaient à Marrakech. Voyage de baptême qu'ils avaient appelé ça, à l'hôtel La Mamounia, pour fêter l'arrivée de Léopold dans la famille. 11 jours de soleil, de piscine, de hammam. Pendant 11 jours, je n'ai reçu aucune nouvelle. Pas un message, pas une photo, pas un « merci maman pour le baptême », rien. Comme si je n'existais déjà plus. Et moi, pendant ces 11 jours, j'ai dormi mieux que je n'avais dormi depuis 10 ans. J'ai fait des choses simples. Je suis allée 3 fois au cinéma toute seule, ce que je n'avais pas fait depuis la mort de Frédéric. J'ai vu un documentaire sur l'Islande. J'ai vu un film d'amour avec une actrice italienne dont j'ai oublié le nom. J'ai vu une comédie où je me suis surprise à rire toute seule dans la salle. Madame Vasseur, ma voisine du dessous, m'a invitée à déjeuner. Elle a 82 ans, son mari est mort en 2009, et nous ne nous étions jamais vraiment parlé en 15 ans. Elle m'a dit « Apolline, vous avez changé. Vous rayonnez. Que se passe-t-il » Je lui ai raconté. Toute l'histoire. Elle m'a tenu la main pendant que je parlais. Elle m'a dit « Vous savez, ma chère, mon propre fils m'a fait quelque chose de très semblable il y a 15 ans. Je n'ai jamais rien dit. Je n'ai jamais rien fait. Et c'est la grande honte de ma vieillesse. Vous faites quelque chose. Vous m'inspirez. Cela m'a bouleversée plus que tout, plus que la trahison de mon fils, plus que la cruauté d'Inès Charlotte. J'ai compris ce jour-là que nous étions des milliers, des millions peut-être, des femmes silencieuses qui avaient avalé. Le mardi qui a suivi leur retour de Marrakech, vers 10 à 9 heures,
Le téléphone fixe a sonné. Le numéro de Maxence sur l'afficheur. J'ai laissé sonner 3 fois. J'ai pris une grande inspiration. J'ai décroché. Allô? Ce qui a éclaté à l'autre bout du fil n'était pas une voix. C'était un cri. Un cri de bête blessée. Maman! Maman! Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as perdu la tête? L'appartement, la voiture, l'assurance vie, la maison surtout, le serrurier, maman. J'ai éloigné l'écouteur de mon oreille. J'entendais Inès Charlotte crier en arrière-plan. Elle est devenue folle! Appelle ton frère! Appelle un médecin! Elle est sénile! Mon fils n'a pas de frère. Inès Charlotte parlait dans le vide. La panique fabriquait des frères. J'ai attendu que le tumulte se calme. Puis j'ai dit calmement, « Maxence, cesse de crier. Je ne suis pas sourde. Maman, c'est une plaisanterie, n'est-ce pas? Une mauvaise plaisanterie. Non, mon fils, ce n'est pas une plaisanterie, c'est une régularisation. Une régularisation de quoi? De ma situation, Maxence. J'ai eu 69 ans en juillet. Je vais bientôt avoir 70 ans. Il était temps que je remette mes affaires en ordre. Maman, l'appartement, on a un enfant maintenant. On ne peut pas se retrouver à la rue avec un nourrisson. Vous ne vous retrouverez pas à la rue, Maxence. Vous avez 6 mois. C'est la loi. Cela vous laisse largement le temps de trouver à louer, ailleurs, comme tout le monde. Mais c'est à cause du baptême, n'est-ce pas? Et là, pour la première fois, sa voix a baissé. Elle est devenue plus douce. La voix qu'il prenait quand il voulait quelque chose. La voix de ses 20 ans quand il demandait de l'argent pour partir en vacances avec ses copains. La voix qu'il a toute sa vie utilisée pour m'amadouer. J'ai dit « Maxence, le baptême ce n'est qu'un détail. Le baptême c'est juste la goutte d'eau. » Maman, Inès Charlotte est très nerveuse en ce moment. C'est elle qui a fait les listes, je te jure, je n'étais pas au courant. Maxence, arrête! Tu étais sur le parvis avec elle. Tu as toi-même sorti ton téléphone. Tu as toi-même prononcé les mots. Tu as toi-même justifié devant 180 personnes que ta mère ne pouvait pas entrer dans l'église. Silence. J'ai poursuivi. Mon fils, je vais te dire quelque chose, et je veux que tu écoutes bien. Je suis ta mère. Je le serai toujours. Personne au monde ne peut me retirer ce titre. Mais être ta mère, Maxence, ce n'est pas être ton portefeuille. Ce n'est pas être ta logeuse, ta concierge, ta banque. Tu as 42 ans, tu es marié, tu as un enfant. Il est temps que tu deviennes un homme adulte. Maman, on va trouver un arrangement, n'est-ce pas? J'ai dit, non, pas d'arrangement, pas cette fois. Et j'ai raccroché. J'ai débranché le téléphone fixe, j'ai éteint le portable, je suis allée me coucher, et j'ai dormi 9 heures. 3 jours après, ils ont sonné à ma porte. J'ai regardé par le Judas, ils étaient là tous les deux. Maxence n'était pas rasé. Inès Charlotte avait les yeux gonflés. Pour la première fois depuis que je la connaissais, elle n'avait pas de maquillage. Je ne leur ai pas ouvert. J'ai parlé à travers la porte. J'ai dit, « Si vous avez quelque chose à me communiquer, passez par Maître Beaufils. Voici son numéro. » Et j'ai glissé sous la porte la carte de visite de mon notaire. Inès Charlotte a hurlé dans le couloir. Elle a hurlé des choses très laides. Que j'étais une vieille folle, une vieille égoïste. Que je détruisais l'avenir de leur fils. Qu'elle me dénoncerait aux services sociaux pour maltraitance familiale. Qu'elle ferait constater mon incapacité mentale. Madame Vasseur est montée d'un étage. Elle s'est plantée devant Inès Charlotte et lui a dit « Madame, mon fils est commissaire à Lille. Je vais l'appeler tout de suite. Soit vous quittez cet immeuble dans 3 minutes, soit vous y dormez en cellule de dégrisement. » Inès Charlotte a écarquillé les yeux. Maxence a pris son bras. Ils sont partis. Madame Vasseur a tapé doucement à ma porte. Je lui ai ouvert. Nous avons bu un calvados, à 11 heures du matin. C'était la première fois de ma vie que je buvais de l'alcool avant le déjeuner. Et c'était excellent. Les semaines qui ont suivi ont été extraordinaires. J'ai appris à utiliser un ordinateur. Pas juste les mails, je savais déjà. Mais Excel. Le tableur. Clémence Marie, la jeune collaboratrice de Maître Beaufils, est devenue presque une amie. Elle venait chez moi le mardi soir et me montrait comment gérer mes propres comptes, mes propres placements. J'ai déplacé 60% de mon patrimoine vers des produits que je comprends, des obligations d'État françaises, des SCPI, un peu de fonds éthiques. J'ai vendu la Volvo dès que je l'ai récupérée. Je n'ai jamais aimé cette voiture.
À la place, j'ai acheté une petite Peugeot 208 d'occasion, avec laquelle je vais maintenant à Quimper voir ma sœur cadette tous les 2 mois. J'ai fait autre chose aussi. Une chose que j'aurais dû faire il y a longtemps, j'ai cherché Salomé. Salomé est ma filleule, la fille de mon amie d'enfance, Bénédicte, qui est morte d'un cancer foudroyant en 2008. Sa fille avait 6 ans à l'époque. J'aurais dû m'en occuper. J'aurais dû. Mais Maxence venait de divorcer de sa première femme, il traversait une mauvaise période, je m'étais entièrement consacrée à lui, j'avais laissé Salomé partir dans la famille de son père. Je n'avais plus de nouvelles depuis 13 ans. Je l'ai retrouvée grâce à un réseau social que Clémence Marie m'a appris à utiliser. Elle vit à Bordeaux. Elle est orthophoniste. Elle a 32 ans. Quand je lui ai téléphoné, elle a éclaté en sanglots au bout du fil. Elle a dit « Marraine, j'ai pensé à toi pendant 13 ans. J'ai cru que tu m'avais oubliée. Ces mots-là, ces mots-là. » Je suis allée à Bordeaux le mois suivant. Elle m'a accueillie à la gare avec un bouquet de roses jaunes, comme celle que sa mère aimait. Nous avons passé 3 jours ensemble. Elle m'a présenté son compagnon, un instituteur très doux qui s'appelle Aurel Vincent. Elle m'a demandé pourquoi je n'étais pas venue avant. Je lui ai dit la vérité. J'ai dit « Parce que j'étais une mauvaise marraine. Parce que j'ai préféré un fils ingrat à une filleule fidèle. Pardonne-moi. » Elle m'a pardonné. 6 mois plus tard, à peu près au moment où Maxence et Inès Charlotte devaient quitter l'appartement de l'avenue Mozart, Salomé m'a annoncé qu'elle était enceinte. Elle m'a dit « Marraine, on a un service à te demander, Aurel Vincent et moi. On voudrait que tu sois la marraine du bébé. » Je n'ai pas pu répondre tout de suite. J'avais la gorge nouée. Je lui ai dit oui le lendemain par téléphone. L'enfant est né en mai. Une petite fille qu'ils ont appelée Apolline Bénédicte. Apolline pour moi. Bénédicte pour sa grand-mère, ma vieille amie. Je suis allée à Bordeaux pour le baptême. Une cérémonie très simple dans une petite chapelle de la Gironde. 20 personnes. Pas de pavillon lédoyen, pas de quatuor à cordes, pas de dragée Fouquet. Juste des amis, une tarte aux pommes faite maison et de l'amour véritable. Ce jour-là, je me suis souvenue du premier baptême. Le mien, celui du parvis de Saint-Sulpice. J'ai compris quelque chose. Il m'avait fallu être chassée d'un baptême de 180 personnes pour être invitée à un baptême de 20 personnes où, enfin, ma place était sincère. Quelques mots encore pour conclure. 6 mois après leur déménagement, Maxence a perdu son cabinet de conseil. Sans la pension mensuelle, sans l'adresse prestigieuse de l'avenue Mozart, sans la Volvo pour épater les clients, son petit business s'est effondré. Inès Charlotte a dû vendre la moitié de sa garde-robe sur des sites de seconde main. Ils habitent maintenant à Saint-Maur-des-Fossés dans un 3 pièces et Maxence a accepté un poste de chargé de mission dans une PME de Créteil. Sa carte de visite ne fait plus rêver personne. Madame Vasseur me tient au courant parce que sa nièce travaille dans le même immeuble que Maxence. Inès Charlotte aurait demandé le divorce il y a 2 mois, officiellement pour incompatibilité de caractère. Officieusement parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle n'avait pas épousé Maxence. Elle avait épousé un mode de vie. Quand le mode de vie a disparu, il ne restait plus que l'homme. Et l'homme tout seul ne lui suffisait pas. Exactement comme l'amour de mon fils pour moi, finalement. Je ne lui en veux pas. Je trouve même qu'elle a été plus honnête avec elle-même que mon fils ne l'a été avec moi. Elle, au moins, ne fait pas semblant. Maxence m'a écrit une lettre il y a 3 mois. Une vraie lettre, à la main, 4 pages. Il me demande pardon. Il me dit qu'il a compris. Il me supplie de revoir Léopold, qui a maintenant 2 ans et demi et qui sait dire « Mamie ». Il jure que les choses seraient différentes. Je n'ai pas répondu encore. Je ne sais pas si je répondrai. Maître Beaufils m'a dit de prendre tout mon temps. Madame Vasseur m'a dit qu'à ma place, elle ne répondrait jamais. Salomé m'a dit « Marraine, fais ce que ton cœur te dicte. Mais sache que nous, Apolline Bénédicte et moi, nous serons toujours là, quoi qu'il en soit. Peut être qu'un jour je verrai Léopold. Peut être pas. Ce qui est sûr, c'est que si je le revois, ce sera dans un café neutre, sans le pavillon lédoyen, sans les listes d'invités, sans les robes ivoires. Juste une vieille dame, un petit garçon et un chocolat chaud. Et Léopold pourra alors décider, plus tard, quand il sera grand, qui il veut garder dans sa vie. Voilà mon histoire. Si elle vous a touché, dites-le moi dans les commentaires. Et surtout, dites-moi, qu'auriez-vous fait à ma place? Auriez-vous tendu la joue? Auriez-vous riposté? Auriez-vous tout pardonné après une lettre? Je lis tous vos messages, je vous le promets. Et regardez la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran, c'est l'histoire d'une infirmière de Lyon qui a découvert, à la lecture d'un testament,
ce que sa belle-sœur cachait depuis 23 ans. Vous n'allez pas en croire vos oreilles. Aujourd'hui, quand je repense à ce matin de septembre devant Saint-Sulpice, je ne ressens plus ni colère, ni honte. Je ressens une étrange gratitude. Parce que cette humiliation, aussi violente fut-elle, a été le miroir où j'ai enfin vu clair. Pendant 11 ans de veuvage, j'avais cru que donner, c'était aimer. J'avais confondu la générosité avec l'effacement. J'avais financé l'appartement de l'avenue Mozart, la maison d'Azay-le-Rideau, la Volvo, la pension mensuelle, le baptême au pavillon Les Doyens. À chaque chèque, je m'enfonçais un peu plus dans une illusion. Et Maxence, mon fils, ne m'a jamais aimé moins que ce jour-là. Il m'a aimé à proportion de ce que je lui donnais, et c'est exactement ce que toute mère devrait redouter. J'ai compris quelque chose d'essentiel. Les causes ont des conséquences. Quand on accepte d'être traité comme un distributeur, on finit par être rangé dans un placard avec les autres distributeurs. Inès Charlotte n'a pas appris à me mépriser toute seule. Elle l'a appris parce que je le tolérais. Mon silence pendant des années a été le terreau de leur arrogance. Voilà la première leçon que je voudrais transmettre à toute femme qui m'écoute ce soir. Votre dignité n'est pas négociable, et personne ne la respectera si vous ne la défendez pas vous-même, pas une seule fois. J'ai compris aussi qu'à 69 ans, on n'est pas trop vieille pour apprendre. Clémence Marie m'a montré Excel. Salomé m'a appris à utiliser un réseau social pour la retrouver. Madame Vasseur m'a appris qu'on pouvait boire un calvados à 11 heures du matin et trouver ça délicieux. L'esprit ne vieillit que si on le laisse vieillir. Chaque nouvelle compétence acquise après 60 ans est une petite victoire contre la résignation, contre l'idée que notre rôle serait désormais de subir et de servir. Et puis il y a le courage. J'aurais pu pleurer, j'aurais pu téléphoner à mes sœurs et lamenter pendant des heures. J'aurais pu prendre un somnifère et faire comme si rien ne s'était passé. C'est ce que j'aurais fait il y a 20 ans. Mais le courage, ce n'est pas l'absence de peur, c'est la décision de bouger malgré la peur. J'ai téléphoné à Maître Beaufils alors que mes mains tremblaient encore. J'ai signé les lettres recommandées avec un stylo qui pesait des kilos. Et chaque action a allégé la suivante. Si je devais offrir 3 mots à mes filles, à mes filleuls, à toutes ces femmes silencieuses dont parlait Madame Vasseur, ce serait ceci. Tenez-vous droite, apprenez sans cesse. Choisissez vos batailles, mais menez-les jusqu'au bout. L'amour véritable ne vous demandera jamais de vous effacer pour exister. Il vous demandera d'être pleinement vous-même. Et le jour où l'on vous chasse d'une fête que vous avez offerte, ce n'est pas une fin. C'est, peut, être, le commencement de votre véritable invitation à la vie.